Bonsoir. Je pense qu'on va pouvoir commencer cette soirée des Jeudis de la Santé. Je suis Rachel Moussouni, adjointe au maire en charge de la santé. J'ai donc l'honneur de présenter, d'ouvrir les différentes conférences concernant la santé. Et ce soir, je vois que vous êtes très nombreuses et nombreux, et je tiens à souligner effectivement la présence d'hommes parmi le public pour venir s'informer et être plus au fait de cette pathologie féminine, mais pas seulement féminine finalement, puisque elle impacte l'entourage, et que ce soit au niveau personnel que au niveau professionnel. Donc je suis ravie d'accueillir ce soir deux émérites docteurs, donc Floriane Bonin ici à droite, et à gauche Anne-Rose Cook. Et donc elles vont, j'en suis sûre, nous permettre d'y voir un peu plus clair dans cette pathologie. Avant qu'elle commence, je vais passer le micro à un autre médecin, chercheur, qui a une petite requête à faire et qui va vous expliquer pourquoi il est là. Ça prendra quelques minutes, mais c'était important qu'on apporte notre soutien aussi dans ce cadre-là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt donc pour la prochaine conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci de me donner ces quelques minutes. Donc, je suis Eric Pivert, je suis maître de conférence praticien hospitalier à la fac de médecine de Tours. J'interviens à mon titre d'enseignant parce que dans le cadre de l'enseignement des deuxième années, du deuxième cycle des études de médecine, on fait ce qu'on appelle des petites simulations, ça s'appelle des ECOS, au cours desquelles on met les étudiants en simulation pour évaluer leur relation médecin-malade. Et dans ce cadre-là, on a besoin de ce qu'on appelle des participants standardisés qu'on recrute sur le bénévolat et donc qui participeraient à ces examens. Donc il y a des ECOS facultaires et des ECOS nationales. Donc on a déjà un vivier de participants standardisés, mais il nous en manque un petit peu. Et on profite des Jeudis de la Santé pour essayer de faire du prosélytisme et d'essayer de recruter des gens qui sont motivés pour faire cette action. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis des flyers, donc sur lesquels vous avez un QR code et un mail pour lequel vous pouvez contacter. Il y a une session d'information qui vous explique comment ça va se dérouler. Ça nécessite un peu de temps, mais je pense que c'est important pour la formation de nos futurs médecins, donc de trouver des gens qui sont libres et qui veulent participer à cette action. Donc voilà. Donc je vais les mettre à la sortie ou je peux les faire passer. Et puis donc merci en tout cas si des gens sont motivés pour le faire et vous serez accueillis avec plaisir. Moi je m'occupe de la formation des patients standardisés. Donc il y a deux sessions d'information là au mois de mars, les 21 et les 27 mars. Et puis, vous pouvez venir. Le fait de venir à une session d'information, ça ne vous oblige pas à accepter, mais ça vous permet de savoir de quoi il retourne, quel est le temps que vous allez avoir à y consacrer. Et voilà. Et bien, en tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné ce temps de parole. Et puis, si vous avez des questions, je vais le mettre à la sortie, et puis vous pourrez prendre les informations et puis vous inscrire, répondre à un mail. Merci en tout cas de votre attention. Et puis, bonne session. Bonjour à tous. Donc on va se représenter. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Donc moi je suis le docteur Floriane Bonin, je suis gynécologue médicale à l'hôpital d'Amboise et je suis aussi le médecin coordonnateur d'Endocentre, qui est la filière endométriose de la région Centre-Val de Loire, et je vous en reparlerai un tout petit peu en fin d'intervention. Donc, je suis le docteur Anne-Rose Cook, je suis médecin généraliste, j'ai mon cabinet à Fondette, je travaille également au centre d'évaluation et de traitement de la douleur à Bretonneau, 2 jours par semaine.
Donc ce soir, on a une conférence qui s'intitule « Tout savoir sur l'endométriose ». Donc déjà, c'est un titre un peu ambitieux, hein, qu'on n'a pas exactement choisi, parce que personne à l'heure actuelle ne sait tout sur la maladie. Hein. On progresse encore d'année après année en fonction des études qui sont mises en place, en fonction de nos discussions avec les patientes. Donc voilà, nous, on ne sait pas tout sur l'endométriose, mais personne ne sait tout à l'heure actuelle sur la maladie. Donc on va d'abord un peu essayer de vous raconter ce que c'est que cette pathologie. Et on abordera dans un second temps tout ce qui est les conseils, les recommandations qu'on donne aux patientes pour essayer de mieux vivre avec la maladie au quotidien. Donc tout d'abord, on voulait vous faire quelques rappels anatomiques, parce que ça, nous, c'est notre quotidien, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc l'appareil génital féminin, donc c'est constitué d'un vagin et au-dessus l'utérus, les trompes de chaque côté et 2 ovaires. Et on voit bien quand on regarde un bassin de profil que l'appareil génital, il est vraiment en contact étroit avec le système urinaire en avant et le système digestif en arrière et autour. Ce qui fait que même une maladie qui touche l'appareil génital féminin pourra avoir des répercussions et entraîner des symptômes à la fois sur l'arbre urinaire et sur l'appareil digestif. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est défini par la localisation ectopique de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Alors qu'est-ce que ça signifie? En consultation, je l'explique en disant que tous les mois, chez une dame qui prend pas de contraception, la muqueuse de l'utérus, donc l'endomètre, pousse dans l'objectif, s'il y a une fécondation, d'accueillir un embryon. Quand il n'y a pas d'embryon qui s'accroche, cette muqueuse, cet endomètre ne sert à rien, entre guillemets, donc il est éliminé tous les mois par en bas, ce sont les règles. Chez toutes les femmes, les règles, elles vont s'écouler par en bas, par le vagin et être à l'extérieur, mais il y a aussi une petite partie des règles qui s'écoulera par en haut, à travers les trompes. Il y a donc tous les mois, chez toutes les femmes, des règles, donc des morceaux d'endomètre qui vont se retrouver en circulation dans le ventre. Donc classiquement, ces morceaux d'endomètre qui se retrouvent dans le ventre sont censés être éliminés rapidement par les mécanismes de défense locaux. Mais chez certaines dames, et on ne comprend pas encore bien pourquoi, il y a justement des morceaux d'endomètre, des morceaux de règles qui vont s'installer et rester accrochés. Ce qui fait qu'aux règles d'après, quand ça saigne par en bas et que ça saigne à nouveau un petit peu par en haut, toutes les cellules qui se sont déposées la fois d'avant, comme c'est des cellules de règles sensibles aux hormones, en fait elles vont saigner chacune de leur côté. Ce qui fait qu'au départ, on va avoir un tout petit tas de cellules d'endomètre microscopiques quelque part dans le pelvis, et au fur et à mesure des règles, qui plus est si elles sont longues, abondantes, fréquentes, etc., ça va saigner dans le ventre, ça s'organise, et ça fait des nodules d'endométriose. Donc c'est ça la maladie, c'est une maladie qui apparaît à cause des règles, et qui est susceptible de progresser, de se propager plus il y a de règles. Et c'est ce saignement à l'intérieur du ventre qui va être responsable des symptômes potentiellement hyper douloureux que la maladie peut engendrer. Donc, pourquoi l'endométriose existe? Tout d'abord, il faut des règles, il faut que ça saigne. Donc, tout ce qui va favoriser l'abondance et la fréquence des règles, potentiellement est susceptible de favoriser la survenue d'endométriose. Donc j'entends par là des premières règles précoces, associées à des règles très fréquentes, très abondantes. Il y a certaines femmes qui ont des malformations utérines, et c'est rare, mais quand on a une malformation utérine, l'utérus éventuellement il se contracte pas de façon complètement habituelle, et il y aurait un petit peu plus de cellules qui pourraient être emmenées à l'extérieur au niveau du pelvis. Donc voilà, d'abord il faut que ça saigne pourquoi pas abondamment, pour qu'il puisse y avoir un reflux de sang de règles à travers les trompes dans le pelvis. Et ensuite, la deuxième question, c'est ce que je vous l'ai dit, ça saigne de façon rétrograde chez tout le monde, mais dans la grande majeure partie des cas, ces cellules, elles sont éliminées rapidement. Et pourquoi, chez certaines dames, celles qui ont endométriose, ces cellules ne sont pas éliminées? Ça fait encore l'objet de beaucoup de débats et beaucoup d'études actuellement. Mais il y a sans doute des facteurs génétiques, épigénétiques qui expliquent ça, ou alors des facteurs environnementaux, notamment l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, etc. Il y a un trait génétique dans l'endométriose. On considère que
qu'une femme qui a l'endométriose, si elle a une fille, sa fille, elle aura à peu près 6 fois plus de risques d'avoir la maladie que ses copines de classe éventuellement. Voilà, il y a un petit trait familial. Mais on n'a pas encore trouvé un seul gène de l'endométriose. Voilà, c'est plusieurs gènes, c'est une combinaison de facteurs, mais voilà, c'est pas monogénique a priori pour l'instant. L'endométriose, c'est une maladie dont on parle beaucoup plus, et heureusement, parce qu'elle touche énormément de femmes. On considère que ça touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer, donc c'est énorme, ça correspond à 2 à 4 millions de femmes en France. Si on extrapole à la région Centre-Val de Loire, on estime qu'il y a plus de 60 000 femmes ici qui sont atteintes de la maladie. Alors, quels sont les symptômes ? L'endométriose, ça fait mal, et ça fait mal surtout au début quand ça saigne. Donc, j'entends par là une fille, surtout une fille jeune qui, au départ, se plaint de douleurs au ventre tous les jours, tout le temps depuis le départ. C'est pas forcément hyper classique comme mode d'entrée dans la maladie. Le plus souvent, quand on écoute les patientes, on entend vraiment une forme de progression dans l'intensité des symptômes et une majoration des symptômes avec le temps. Donc ça fait mal quand ça saigne, donc ça fait mal pendant les règles, et donc les femmes, elles décrivent des douleurs de règles extrêmement intenses. C'est des filles qui doivent manquer l'école au collège, au lycée, au travail, tellement c'est douloureux, qui peuvent nous décrire des malaises pendant les règles. Elles tombent dans les pommes tellement sur la douleur, elles peuvent vomir du fait de l'intensité douloureuse. Et nous, en consultation, on a l'habitude de demander aux femmes, sur une échelle de 0 à 10, si 0, c'est pas de douleur du tout, et 10, la douleur la plus insupportable que vous puissiez imaginer, vous êtes à combien pendant les règles? Et les femmes qui ont l'endométriose, régulièrement, elles nous disent au-delà de 7, 8 sur 10, donc plusieurs jours par mois, tous les mois, c'est énorme. Donc au-delà de la douleur dans le bas du ventre, donc la douleur utérine, les patientes qui ont de l'endométriose, elles peuvent aussi nous décrire des douleurs à la défécation pendant les règles. Donc les modifications de transit pendant les règles, elles sont classiques et c'est pas forcément lié à l'endométriose. Avoir la diarrhée pendant ces règles, c'est un phénomène normal. Mais le fait que le passage des selles soit hyper douloureux pendant les règles, ça peut être un petit signe et c'est intéressant de nous en faire état. Il y a aussi des patientes qui peuvent décrire des douleurs en urinant pendant les règles, ou alors du sang dans les urines pendant les règles. Ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça peut nous inviter à chercher une atteinte de la maladie au niveau de la vessie, par exemple. Et il y a des patientes qui nous décrivent des douleurs profondes pendant les rapports sexuels. Donc ça, c'est pareil, ça peut être un symptôme d'endométriose. Donc à des stades débutants de la maladie, dans les premiers mois ou années d'installation, ça fait mal quand ça saigne. Sauf que au bout de plusieurs mois ou années d'évolution, à force de saigner dans un pelvis à un endroit où ça devrait pas, les organes ils se retrouvent un peu à cicatriser entre eux de façon aberrante. Donc les organes se retrouvent parfois à s'accoler les uns aux autres. Donc ça crée ce qu'on appelle des adhérences, de la fibrose. Et une fois que tous ces organes sont un peu collés ensemble, évidemment, ça fait plus mal uniquement quand ça saigne. Mais c'est des patientes qui peuvent avoir des douleurs un peu plus chroniques et un peu plus, tout le temps dans le cycle. Donc ça, c'est intéressant, encore une fois, d'entendre ces discours sur la progression des symptômes dans la vie des femmes. Donc voilà, c'est ce que je disais plus tôt. Pourquoi il faut absolument parler et dépister cette maladie? C'est que le principal risque, c'est que les douleurs se chronicisent. Tant que les douleurs sont pendant les règles, on arrive à soulager les femmes avec des traitements. Ça marche pas forcément du premier coup, mais voilà, on s'en sort. Quand la douleur, elle prend beaucoup plus de place dans la vie de la patiente, les traitements à mettre en jeu sont parfois un peu plus compliqués. Donc c'est ça le gros risque, la chronicisation des douleurs pour aller jusqu'à des douleurs quotidiennes avec un impact sur la qualité de vie. Là j'ai parlé des douleurs quand ça saigne, mais il y a quand même beaucoup de patientes qui décrivent des douleurs en deuxième partie de cycle, on va dire de l'ovulation jusqu'aux règles. Au départ c'est quand ça saigne, et ensuite c'est 3 jours avant et pendant, et plus ça va, plus la période prend d'espace dans le temps.
Et ces douleurs d'endométriose, hein, à force d'être répétées, on a des phénomènes ensuite de contraction musculaire abdominale, pelvienne, lombaire, qui fait les patientes peuvent décrire des symptômes extra-gynécologiques, donc des lombalgies, des cruralgies. Elles peuvent être fatiguées de façon chronique parce que la douleur répétée, ça fatigue. Donc c'est vraiment un symptôme qu'on retrouve souvent. Et il y a une franche association aussi avec le syndrome du côlon irritable. Donc il y a des patientes qui décrivent une alternance diarrhée-constipation, des ballonnements qui sont parfois très invalidants. Et parfois ce sont ces symptômes-là qui sont parfois même en premier plan parce que beaucoup plus dans le quotidien. Et pourquoi on a mis un petit peu de temps? Enfin, c'est vrai que l'endométriose, on n'en parle que depuis, je sais pas, une dizaine d'années. C'est pourquoi pour les médecins ça a été compliqué à comprendre un peu cette maladie. C'est parce que les symptômes sont extrêmement variables d'une patiente à l'autre. Et il n'y a pas vraiment de lien, de corrélation entre la quantité de lésions dans le corps et la quantité de symptômes et la quantité de douleurs que la patiente peut décrire. Donc j'entends par là qu'il y a des patientes qui ont une atteinte vraiment sévère, importante, et qui va décrire peu de symptômes, qui va être peu gênée dans sa vie, tandis qu'il y a d'autres patientes qui vont avoir une toute petite lésion quelque part et qui vont vraiment être extrêmement invalidées. Donc j'avais une collègue qui me disait mais ça fait mal un caillou dans une chaussure, mais c'est vraiment ce concept-là, c'est qu'une toute petite lésion dans un pelvis, en fait, ça peut vraiment donner des douleurs très intenses. Et c'est ce qui, pour nous, je pense, c'est ce qui explique que chez nous, on a mis un peu de temps avant de comprendre ce concept-là. Donc en effet, il y a plusieurs types de douleurs et les femmes qui sont atteintes d'endométriose peuvent tous les ressentir. Nous les médecins de la douleur, on a tendance à différencier ces différents types de douleurs pour mieux les traiter. Donc on a les douleurs nociceptives, donc c'est les douleurs qu'on va qualifier aussi d'inflammatoires ou mécaniques. Donc les douleurs inflammatoires chez les patientes atteintes d'endométriose, comme Floriane a expliqué, c'est qu'on a des mécanismes d'inflammation au niveau de l'endomètre qui vont aussi migrer vers d'autres organes intra-abdominaux. Donc on va avoir des douleurs à type inflammatoire au niveau de ces localisations de tissu endométrial. Ensuite, on a les douleurs, donc c'est nociceptive, ça veut dire une atteinte des tissus, parce que dans les tissus, on va avoir des récepteurs qui captent, c'est ce qu'on appelle les nocicepteurs, qui captent ces douleurs. Après, on a les douleurs neuropathiques. Donc les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs par une atteinte nerveuse, c'est le nerf qui est malade. Donc pourquoi on a des douleurs neuropathiques chez les patientes qui sont atteintes d'endométriose? Mais en fait, on a des cellules endométriales qui vont se plaquer, donc les endométriomes que vous avez dû entendre parler, ils peuvent se plaquer contre des nerfs, donc contre le sciatique par exemple, et ça peut créer des irritations nerveuses, donc donner des douleurs neuropathiques. Puis on a les douleurs nociplastiques. Donc ça, je vais rentrer un peu plus en détail, c'est les douleurs par hypersensibilisation du système nerveux central. Et puis le syndrome myofascial, à force d'avoir mal, on se contracte mal, soit parce qu'on a des mauvais positionnements, ou du fait de la douleur, ou du fait de l'anxiété que la douleur peut entraîner. Donc on a un muscle qui se contracte en permanence, c'est un muscle qui va pas bien, qui va sécréter de l'acide lactique et qui va être douloureux. Donc d'où la complexité de qualifier une douleur chez une patiente atteinte d'endométriose, parce qu'elle a tous les types de douleurs. Dans la douleur, donc l'interprétation de la douleur au niveau corporel et cérébral, il y a plusieurs composantes. Donc on a la douleur nociceptive, la composante nociceptive de la douleur, c'est on va prendre la terminaison nerveuse qui va capter la douleur au niveau tissulaire avec ses nocicepteurs, ses thermorécepteurs, ses chémorécepteurs pour les molécules chimiques et les mécanorécepteurs. Après, on a la composante sensorodiscriminative, donc c'est quand la stimulation va parcourir le nerf, ça va nous permettre de qualifier la douleur, si elle brûle, si elle pique, où est-ce que j'ai mal au niveau du ventre, est-ce que j'ai mal au niveau du dos. L'intensité de la douleur, comme est-ce que j'ai un petit peu mal, est-ce que c'est à 1 sur 10, est-ce que je suis plutôt à 10 sur 10, est-ce que c'est insupportable. Et puis après, cette douleur, elle va arriver au niveau du cerveau.
Donc là, on va avoir la composante cognitivo-comportementale. C'est comment on va réagir face à cette douleur. Donc déjà, on va avoir un réflexe moteur. Par exemple, on va essayer d'éviter la douleur en évitant une position, en retirant sa main d'une source chaude. Et puis finalement, en fonction de nos expériences, est-ce qu'on va plutôt paniquer ou est-ce qu'on va essayer d'ignorer la douleur en fonction de nos expériences précédentes? Et puis après, ce signal, il va aussi aller vers notre cortex limbique, c'est la cortex des émotions. Donc pour le cerveau, la douleur peut être considérée comme une émotion. C'est pour ça que quand on a mal, on se sent aussi, on peut être en colère, on peut être triste, on peut se sentir désemparé, on peut se sentir submergé par la douleur. Et donc du coup, en fait, ce qu'on appelle hypersensibilisation du système nerveux central, c'est quand la douleur devient chronique, c'est quand la douleur perd son rôle d'alarme. Une douleur aiguë, il a un rôle d'alarme, il a un rôle de notifier qu'il y a un danger et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme et qu'une fois que c'est par exemple on fait la cuisine où on oublie d'allumer la hotte et il y a le détecteur de fumée qui se met à sonner. On ouvre la fenêtre, on allume la hotte, on va éteindre le détecteur de fumée et le problème est réglé. La douleur chronique, c'est la tempête qui se termine jamais, c'est la pluie qui dure pendant des mois et des mois. Elle a une conséquence derrière aussi sur le moral, sur l'affect, sur la manière de réguler notre capacité à gérer la douleur. Elle devient épuisante, elle devient ingérable. Et donc on perd cette capacité la douleur perd son rôle d'alarme. Souvent quand ce que je dis aux patientes aussi pour décrire la composante émotionnelle de la douleur qui n'est pas forcément comprise parce que on va dire mais non docteur j'ai vraiment mal, ma douleur elle existe vraiment, c'est pas dans ma tête. Je vais leur demander de prendre l'image d'un vinyle. La douleur c'est la musique qui est sur le vinyle. Vous mettez le vinyle sur le tourne-disque et vous oubliez de brancher l'amplificateur. Vous n'entendez rien. Bon, maintenant on n'utilise plus trop des amplificateurs, c'est des enceintes, mais vous oubliez de brancher l'enceinte, vous n'entendez rien. Les émotions, les expériences passées, les traumatismes passés, c'est l'amplificateur. Il n'a rien à voir avec la douleur. C'est pas lui qui a l'origine de la douleur, par contre c'est lui qui gère le volume. C'est un peu comme si le volume était bloqué au maximum, et peu importe la douleur, elle sera toujours insupportable. Donc c'est important de travailler sur ces amplificateurs émotionnels pour travailler également sur la douleur. Donc, je vous ai parlé donc les douleurs nociceptives, donc c'est des douleurs inflammatoires que je vous ai déjà expliquées. Donc, on a les douleurs neuropathiques les douleurs neuropathiques, on les reconnaît par des picotements, des fourmillements, des décharges électriques, des engourdissements. Plus ça dure dans le temps, plus on va développer ce qu'on appelle une allodynie, c'est-à-dire que le simple fait de nous toucher peut enclencher une douleur. Et puis les douleurs nociplastiques, c'est le dysfonctionnement de la modulation de la douleur. C'est-à-dire que souvent, en plus, les patientes qui sont atteintes d'endométriose, elles ont mal depuis très longtemps. Ça fait des années qu'elles ont mal. Donc en fait, elles diminuent leur seuil de tolérance à la douleur. C'est un peu pour donner une image, c'est le détecteur de fumée qui dysfonctionne, c'est-à-dire que il suffit de mettre un petit pchit de déo et il se déclenche. En fait, il y a un dysfonctionnement. Et puis les douleurs dysfonctionnelles, donc c'est tout ce qui est myofascial, c'est-à-dire que donc à force d'être contracté, et si on prend par exemple une corde de guitare ou de violon, si on le serre de trop, il suffit de le toucher très peu pour créer du son. Et puis à force de le serrer, il ne sera pas accordé correctement. Si le muscle il est trop tendu trop longtemps, ça va créer des douleurs au niveau du muscle, mais ça va aussi créer des douleurs à l'extrémité du muscle, c'est-à-dire on va avoir des douleurs projetées avec des douleurs du dos, des douleurs du genou, enfin des douleurs projetées. Et puis ça va aussi avoir un impact sur les organes qui sont contenus dans les muscles. Donc on va avoir des troubles au niveau vésical, des troubles digestifs, et puis des douleurs pendant les rapports sexuels.
Et puis tout ça pour dire que en fait quand on a mal, on va essayer d'éviter d'avoir mal, donc on va réduire notre activité physique, on va développer ce qu'on appelle une kinésiophobie. Donc ça existe dans l'endométriose, mais ça existe aussi chez les patients atteints de lombalgie chronique. Donc on va bouger moins parce qu'on va pas vouloir enclencher la douleur, et quand on bouge moins, on crée un déconditionnement physique, avec des muscles qui se transforment en cellules graisseuses, avec des articulations qui vont développer de l'arthrose. Et donc, moins on bouge, plus on aura mal quand on se remet à bouger. Et puis, le fait d'avoir mal, ça crée un isolement social. On n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de voir nos amis. Et puis, ça crée un isolement professionnel aussi, parce que on multiplie les arrêts de travail. Donc, c'est important d'essayer de prévenir, de trouver des moyens pour rester en activité, pour mieux soulager la douleur, pour pas s'isoler et pour pas se déconditionner. Donc l'endométriose, il y a en fait 2 complications principales de la maladie, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument en parler. Donc la première, c'est l'évolution vers la douleur chronique, et la seconde, c'est le risque d'infertilité. Donc, toutes les patientes qui ont l'endométriose ne sont heureusement pas infertiles, loin de là. On peut complètement avoir une grossesse spontanée quand on est atteint d'endométriose, mais parfois, avoir de l'endométriose, ça peut créer quelques freins pour obtenir une grossesse. Tout d'abord, par exemple, quand on a une atteinte des ovaires par l'endométriose, ça peut réduire, le fait d'avoir des kystes sur les ovaires d'endométriose, ou alors le fait d'avoir déjà été opéré des ovaires, ça va diminuer un petit peu la quantité d'ovules. Et du coup, quand on a moins d'ovules, parfois on tombe enceinte moins rapidement. Ensuite, l'endométriose, elle peut toucher les trompes. Donc elle peut entraîner des dilatations des trompes, ou entraîner des adhérences qui vont un peu faire que le trajet de la trompe, il n'est pas complètement habituel. Et quand il y a une atteinte des trompes, forcément, comme c'est l'endroit où le plus souvent se rencontrent l'ovule et le spermatozoïde, ça peut représenter un autre frein à la fertilité. Ensuite, il y a quelques patientes qui ont de l'adénomiose, donc on en a moins parlé, c'est un peu une cousine de l'endométriose, c'est presque encore plus compliqué que l'endométriose, l'adénomiose, mais chez les femmes qui ont une adénomiose importante, vraiment importante, ça peut limiter un peu l'implantation de l'embryon et augmenter un tout petit peu le risque de faire une fausse couche. Et puis, le fait qu'il y ait la maladie dans le pelvis, c'est une maladie, l'endométriose, qui est inflammatoire, pelvienne, chronique. Le fait qu'il y ait cette inflammation, ça peut aussi gêner un peu les interactions entre les gamètes. Donc voilà, tout ça, ça fait quelques petits freins à la fertilité, sans oublier un des principaux freins. Chez certaines femmes, elles ont des douleurs lors des rapports sexuels. Donc quand on a moins de rapports ou plus du tout, évidemment, ça aide pas pour être enceinte. Donc voilà, c'est tous ces facteurs-là qui, s'ils sont additionnés, peuvent compliquer un petit peu le projet de parentalité. Donc, comment on diagnostique la maladie ? Jusqu'à présent, c'est un diagnostic difficile. On pouvait lire dans certaines études qu'on mettait jusqu'à 7 ans entre le moment où la patiente elle décrivait ses premiers symptômes et le moment où on mettait vraiment un nom sur la maladie. C'est une maladie qui se diagnostique beaucoup à l'interrogatoire, donc par rapport à ce que j'ai raconté précédemment. L'examen gynécologique, il est recommandé. En pratique, c'est rare de voir des lésions d'endométriose de visu au niveau du col ou du vagin. Ça arrive parfois, mais c'est plutôt rare. Le diagnostic à l'heure actuelle, il est surtout à l'imagerie. C'est grâce aux radiologues. On prescrit en première intention des échographies pelviennes, plutôt par voie endovaginale, et ensuite en seconde intention des IRM pelviennes. Mais celles-ci doivent être réalisées par des radiologues spécialisés, parce que c'est une maladie qui est difficile à voir. Donc il faut que ce soit fait selon des protocoles standardisés, que ces examens soient interprétés par des personnes spécialisées, et c'est grâce à ça qu'on aboutit à un bon taux de diagnostic de la maladie. J'en ai pas parlé, pour pas que ce soit trop long, mais toutes les formes d'endométriose ne sont pas visibles à l'imagerie. Il y a de l'endométriose tout d'abord qui touche les ovaires. Ça se voit très très bien à l'imagerie, même quand on n'est pas un grand spécialiste. Il y a l'endométriose dite profonde, ça c'est celle qui touche l'arrière de l'utérus, le rectum, la vessie. Ça se voit bien à l'imagerie, mais à condition d'être spécialiste.
Et il y a le troisième type d'endométriose, c'est l'endométriose superficielle. Ça, en fait, il faut imaginer qu'il y a une sorte de drap très fin, le péritoine, qui recouvre tous les organes abdominaux. Et parfois, quand on a des toutes petites lésions millimétriques de ce péritoine, en fait, ça ne se voit pas à l'imagerie parce que c'est trop petit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des patientes qui peuvent avoir des symptômes très évocateurs, mais avec une imagerie qui est pour l'instant pas hyper probante. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la maladie, ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas forcément en mesure de la mettre en évidence. Et il y a un petit nouveau qui pour l'instant n'est pas encore disponible sur le marché parce que encore à l'étude. Il y a une société qui a mis en place un test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose. Donc encore à l'étude, voilà, pas encore remboursé en France. Mais sans doute que ce test sera utile pour réduire un peu le délai diagnostique et ce sera surtout utilisé sans doute chez les patientes qui ont des symptômes très évocateurs de la maladie, mais avec des imageries de référence normales pour leur éviter de se faire opérer inutilement. Jusqu'à il y a quelques années, dès qu'une patiente avait mal au ventre, si on comprenait pas pourquoi, on allait faire une célioscopie pour voir en vrai ce qui se passe. Et en fait, on a fait énormément de célioscopies inutiles où en fait il y avait rien, mais ça reste une intervention chirurgicale pas anodine. Et l'idée de ce test salivaire, ce serait de se placer après l'imagerie négative pour éviter d'opérer les patientes à tort. Et on va maintenant aborder le deuxième grand thème de la soirée, après qu'on vous ait raconté qu'est-ce que c'est que la maladie, comment on fait pour soulager les femmes atteintes. Donc déjà, faut qu'on soit d'accord sur les objectifs de prise en charge. Nous, notre objectif, c'est absolument pas que les dames, elles aient un pelvis dit normal ou qu'il y ait une imagerie normale, ça on s'en fiche. Le but, c'est qu'elle ait une vie normale, c'est qu'elle estime que sa qualité de vie soit satisfaisante et qu'elle puisse, si elle le souhaite, accomplir ses projets de parentalité éventuels. Il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle qui guérit l'endométriose. On ne sait pas soigner la maladie aujourd'hui, pas encore. Mais on a des traitements à notre disposition pour suspendre son évolution, pour éviter qu'elle progresse et pour essayer d'en améliorer les symptômes. Voilà. Donc le traitement principal de la maladie, c'est un traitement médical hormonal. L'objectif numéro 1, c'est d'arrêter les règles. Il ne faut pas que ça saigne. Je vous ai raconté que c'était une maladie qui était liée aux règles, qui potentiellement progressait, se propageait, plus il y a de règles. Donc le but, c'est d'arrêter les règles. Et s'il n'y a plus de règles, la maladie, normalement, elle est censée pas disparaître, mais être un peu à l'état de repos. Donc le fait de ne pas avoir de règles, donc ça supprime le mécanisme de la maladie, ça suspend son évolution, ça permet de diminuer l'inflammation dans le pelvis, donc ça c'est important. Ça confirme le diagnostic, parce que s'il y a des règles, il y a des douleurs, et qu'on arrive à arrêter les règles et que soudain la dame a une vie normale, on sait bien qu'il y avait un problème de règles, endométriose ou pas, donc c'est ça qui est intéressant. Et chez les dames qui finalement se font opérer, ça évite la récidive, parce qu'on le verra plus tard, mais on a beau se faire opérer même parfaitement de l'endométriose, tant qu'il y a des ovaires, qu'il y a un saignement, c'est susceptible de revenir. Donc c'est important de penser au traitement hormonal après la chirurgie. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est qui dit traitement hormonal en continu qui bloque les règles, dit que c'est forcément contraceptif. Donc quand les patientes ont un projet de grossesse, évidemment, il faut qu'on utilise d'autres stratégies. On ne peut pas prendre de traitement hormonal. Les traitements hormonaux, parfois ça se passe hyper bien, parfois il y a des effets secondaires, indésirables, des saignements intermittents, c'est pas toujours simple à gérer. Parfois ça marche pendant des années et du jour au lendemain, soudain ça marche plus sans explication. Et enfin, il y a certains d'entre eux bien utiles qui ne sont pas encore remboursés par la sécurité sociale, ce qui peut poser des difficultés. Donc en pratique, rapidement, qu'est-ce qu'on utilise ? On emploie le terme de traitement hormonal. En pratique, ce sont des contraceptions. Donc la pilule classique, c'est un très bon traitement de l'endométriose, à condition de la prendre en continu et de manière à ce que ça ne saigne pas. On peut aussi proposer des stérilés hormonaux, donc surtout pas les stérilés au cuivre. Le stérilet au cuivre, ça augmente l'abondance des règles, ça augmente potentiellement le fait qu'elles soient douloureuses, donc c'est surtout pas ce qu'on veut dans cette maladie-là. En revanche, le stérilet hormonal, le Mirena, il va diminuer les règles, voire les arrêter, et il peut être très intéressant, surtout pour des atteintes postérieures, utérines. L'inconvénient, c'est que parfois la pose est un peu sensible.
L'implant, pourquoi pas. Dans un tiers des cas à peu près, ça arrive à suspendre les règles. Donc en la matière, tout est bon à prendre, hein. On peut tout essayer du moment que ça diminue les règles ou que ça les arrête. Nous, ça nous convient. Il y a aussi des patchs, l'anneau vaginal, hein, ils ne sont pas remboursés, mais ça peut être utile dans certains cas. Ou ensuite, on a aussi des injections qui mettent un peu en ménopause artificielle. Donc ça, on utilise ça de façon quand même plutôt exceptionnelle, hein, parce que on n'est pas censé trop en abuser sur une vie génitale, parce que c'est pas une bonne chose que d'être ménopausée sur le plan hormonal avant l'heure, parce qu'il peut y avoir d'autres effets secondaires, d'ostéoporose, de risques cardiovasculaires. Donc c'est quelque chose qu'on utilise un peu plus avec parcimonie. Évidemment, le choix du traitement hormonal, hein, il est guidé par les contre-indications, voilà, les antécédents familiaux, personnels de la patiente, les effets indésirables. Hein. Le but, c'est d'aller bien. Avec mon traitement, mon objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie de la patiente. Je coupe ses règles, mais qu'à côté de ça, elle a des maux de tête, des douleurs dans les seins et qu'elle est hyper déprimée, la balance, elle n'est pas bonne. Donc dans ce cas-là, je dois changer de traitement pour essayer d'améliorer ça. C'est vraiment toujours le rapport avantage-inconvénient. Hein. Il faut effet positif, effet négatif. Il faut avoir plus d'effets positifs que négatifs. Sinon, il faut continuer à chercher une autre solution. Et ça, je voulais juste vous mettre un petit schéma pour un peu vous raconter ce qui se passe sous pilule ou sous traitement hormonal. Quand on prend un traitement hormonal qui bloque les règles, ça ne met pas en ménopause. Ça ne met pas en ménopause, mais l'objectif, enfin vraiment l'ennemi de l'endométriose, c'est les fluctuations hormonales. Donc c'est vraiment toute modification d'œstrogène qui va faire que les symptômes de la maladie vont se raviver et qui vont faire que les lésions vont saigner. Et le but du traitement hormonal, ça va être de faire en sorte que toutes les hormones soient toujours au même niveau pour éviter au maximum ces phénomènes inflammatoires de saignement et du coup les phénomènes douloureux. Donc on veut que toutes les hormones soient au même niveau, mais pas au niveau de la ménopause, évidemment. La ménopause, les taux hormonaux sont bien plus bas que ça. On veut que ce soit toujours des taux bas, mais stables. Donc, pour traiter la douleur de l'endométriose, on va cibler, on va donner des médicaments en fonction des types de douleurs que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, le traitement de la crise, c'est souvent au moment des règles, c'est souvent pendant la période inflammatoire. Donc, on va proposer des médicaments de type anti-inflammatoire, du Doliprane et de l'Acupan, le Nefopam. L'Acupan, c'est le médicament en ampoule très amer, dégoûtant, qu'il existe maintenant en comprimé. Et puis, dans les traitements non médicamenteux, on va proposer tout ce qui est kiné, techniques de relaxation, hypnose, pour gérer tout ce qui est amplificateur émotionnel. Et puis le TENS. Donc, le TENS, c'est un outil qui est utile. Vous pouvez aussi connaître sous le nom de Urostim. Je l'expliquerai après. Et puis, en traitement de fond, on va plutôt cibler donc la composante neuropathique des douleurs. Donc, on a deux classes médicamenteuses qui ciblent ces dysfonctionnements nerveux, c'est les antiépileptiques et les antidépresseurs. Donc, on ne donne pas ces médicaments pour la dépression, ni parce que la patiente est épileptique, on l'utilise pour son versant antineuropathique. C'est un peu comme dans les dictionnaires, chaque mot a plusieurs significations. Nous, on a des médicaments qui ont plusieurs indications. Donc, souvent en première intention, donc on a la duloxétine ou la venlafaxine dans les douleurs, pour les antidépresseurs, et on a aussi le Laroxyl. Le Laroxyl a tendance à endormir, donc si vous êtes embêté la nuit, on va peut-être proposer plutôt du Laroxyl le soir. Et puis en anti-épileptique, on a le Neurontin, la gabapentine ou le Lyrica. On va plutôt prescrire le Neurontin en première intention parce que le Lyrica, il y a eu quelques abus avec le Lyrica parce qu'il y a un versant anxiolytique, donc il a été détourné et maintenant il nécessite une ordonnance sécurisée comme les morphiniques. Mais ça peut être intéressant en seconde intention si jamais la gabapentine ne marche pas grâce à son versant anxiolytique. Et puis on va aussi essayer de traiter
tout ce qui est inconfort associé, donc les troubles digestifs, les antispasmodiques comme le Spasfon, mais bon, on sait très bien que ça marche pas toujours. Et puis en troisième et dernière intention, au niveau médicamenteux, on a les morphiniques. Donc on voit pour les crises, on a le tramadol et le tramadol. On sait aussi que pendant les crises, on a certaines patientes qui se rendent aux urgences et qui finalement, ils ont des titrations de morphine. Mais je tiens à vous informer du souci de l'utilisation répétée des morphiniques. En fait, la morphine l'AMM a l'autorisation de mise sur le marché pour les douleurs chroniques cancéreuses. Pour toute autre douleur chronique, ça fait l'effet inverse. Je vous ai parlé d'hypersensibilisation centrale avec une diminution des seuils de perception de la douleur. Les morphiniques au long cours, ils vont faire justement ça. Parce que quand la morphine, elle va se mettre sur le récepteur, elle va stopper la douleur. Mais quand elle se branche sur le récepteur, elle va envoyer un signal au cerveau qui va demander au cerveau de multiplier le nombre de récepteurs. Donc finalement, on va se retrouver avec beaucoup trop de récepteurs à la douleur. Donc avec le temps, on aura besoin de beaucoup plus de morphine pour saturer tous ces récepteurs. C'est un peu comme si on développait un sixième sens et on se mettait à ressentir une activité nerveuse qui est normalement silencieuse. Donc finalement, on peut générer une hypersensibilisation centrale par abus de morphine. Donc c'est vraiment pas un bon traitement. C'est vraiment à utiliser au dernier recours quand rien d'autre ne marche. Et puis on a les traitements ciblés, donc les patchs de Versatis, la capsaïcine, les piments, qu'on va plutôt utiliser sur les douleurs cicatricielles après une célioscopie ou après une intervention, et des infiltrations. Alors nous, au centre de la douleur de Tours, on fait pas ça, mais à Nantes ils le font. Ils ont des études sur le piment, la capsaïcine dans les douleurs pelvipérinéales et aussi les infiltrations. Et puis après, on peut aussi proposer en toute dernière intention des perfusions de kétamine ça va moduler un petit peu cette hypersensibilisation centrale. Et c'est des hospitalisations de 3 jours sur des fréquences de 3 à 6 mois, parfois 1 an. Mais on établit un projet de soins avec la patiente d'abord, et c'est des traitements qui vont durer 2 ans. C'est pas des traitements qu'on propose sur des durées très longues. C'est en attendant de mettre en place les autres stratégies thérapeutiques non médicamenteuses qui permettent d'améliorer la qualité de vie et pour que les patients trouvent d'autres manières de se soulager. Mais ça permet aussi parfois d'enlever la composante de catastrophisme et d'hypersensibilisation qui est déjà ancrée depuis plusieurs années avec l'évolution de la maladie. Et puis, bon, nous on le fait pas trop, mais il y a aussi des perfusions d'anafranine qui est un antidépresseur aussi qui va enlever cette composante d'hypersensibilisation, enfin qui va l'enlever. On va espérer que ça va moduler un petit peu cette composante d'hypersensibilisation. Un mot sur le traitement chirurgical. Donc il y a 1 ou 2 décennies, en fait, on opérait toutes les patientes atteintes d'endométriose dès qu'on voyait un petit quelque chose quelque part. Avec cette stratégie, on s'est rendu compte que ça marchait pas bien, que les patientes, certaines avaient toujours aussi mal et que les maladies revenaient, parce que le fait d'opérer une patiente, en fait, le geste chirurgical est potentiellement pourvoyeur d'adhérence. Et donc, comme c'est déjà une maladie qui est susceptible de créer des adhérences et que la chirurgie peut en créer aussi, maintenant, on est beaucoup plus prudent sur nos indications de traitement chirurgical. Donc, il faut penser à opérer les femmes en cas de douleur non contrôlée malgré un traitement bien pris. Donc, j'entends par là une patiente qui a trouvé le bon traitement, qui n'a plus de règles, et malgré le fait qu'elle ait plus de règles, elle garde des douleurs et des crises douloureuses qui sont trop invalidantes. Là, ça peut être une vraie indication à opérer la patiente. Mais dans ce cas-là, on décide de pas l'opérer juste d'un côté, enlever un petit quelque chose. Dans ce cas-là, on essaye d'être complet dans le geste chirurgical.
Ce qui en fait aussi une chirurgie compliquée, hein, pas à la portée du premier venu. C'est pour ça que, en la matière, il faut au maximum essayer d'aller consulter un chirurgien qui a l'habitude de ce genre de gestes. La deuxième raison d'opérer une femme atteinte d'endométriose, c'est dans certains cas d'infertilité, hein, certains seulement. Et dans ce cas-là, la décision se prend avec les médecins d'assistance médicale à la procréation. Hein. Mais dans certains cas, on estime que le fait d'opérer et d'enlever toute la maladie, ça permet de faire diminuer l'inflammation. Et il y aurait peut-être ensuite un peu plus de chances de grossesse. Et notamment, parfois, le fait de réparer un peu des trompes qui auraient été abîmées par la maladie, ça peut laisser au couple une chance de grossesse spontanée. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est à discuter avec le couple, le chirurgien et le médecin de fécondation in vitro. Et la troisième raison d'opérer les patientes, c'est en cas de lésion importante d'un organe dit noble, entre guillemets. Donc j'entends par là une grosse atteinte de la vessie. Là, il faut le plus souvent opérer les patientes, hein, parce que si l'atteinte progresse, ça peut vraiment entraîner des conséquences compliquées. Ou par exemple en cas de grosse atteinte digestive, hein, la lumière, le diamètre d'un tube digestif, c'est pas forcément très important. Donc voilà, quand il y a déjà une lésion importante dans la lumière du tube digestif, il vaut mieux l'enlever tant qu'on peut encore y toucher, et pas encore entraîner trop de conséquences, plutôt que d'attendre d'être en occlusion intestinale et de devoir opérer les dames en extrême urgence. Mais voilà, la stratégie actuelle, c'est vraiment d'opérer les dames une seule fois, et si on décide de les opérer, d'enlever au maximum toutes les lésions possibles. Un mot sur la fertilité. Globalement, on parle un peu de stratégie active de prise en charge pour l'obtention rapide d'une grossesse. Donc, j'entends par là qu'il y a à peu près, on va dire, 2 cas de figure un peu schématiques. Si la patiente est globalement plutôt jeune, que la maladie est pas hyper avancée, on va lui proposer d'arrêter sa contraception, d'essayer au maximum pendant 6 mois d'être enceinte, et si au bout de 6 mois il n'y a pas de grossesse, on va commencer un bilan de fertilité du couple, chez elle, chez son conjoint, pour voir s'il y a d'autres explications que l'endométriose à l'infertilité, et le cas échéant, lui proposer une prise en charge en fécondation in vitro. Quand on a de l'endométriose, c'est franchement plus souvent la prise en charge en FIV, hein, qui est pratiquée. On fait peu d'insémination dans le cadre de l'endométriose. Et on va dire que le deuxième cas de figure, toujours hyper schématique, hein, c'est si la patiente est par exemple un peu plus âgée, que la maladie est très évoluée ou qu'elle a déjà été opérée de l'endométriose plusieurs fois. Il y a des patientes qui ont tellement des souvenirs de douleurs terribles qu'elles ont une crainte importante à arrêter leur traitement hormonal, même si le projet de grossesse est important pour elles. Hein. Et donc pour ces femmes, ça nous arrive de leur prescrire un bilan de fertilité avant l'arrêt de la pilule, pour faire le point sur leur chance de grossesse spontanée, vérifier que le conjoint a des spermatozoïdes, que les trompes, elles sont bien perméables. Et dans ce cas-là, quand tous les voyants sont au vert, oui, elles se lancent, mais au moins elles savent qu'elles ont des chances d'y arriver toutes seules. Et chez les patientes chez qui ce bilan initial retrouve une altération du spermogramme ou autre en plus de l'endométriose, c'est des fois des femmes qui vont directement vers une prise en charge en fécondation in vitro. C'est complètement possible. Et la deuxième chose par rapport à la fertilité, hein, c'est le concept de préservation de la fertilité. Depuis plusieurs années en France, hein, il y a une possibilité de congeler ses ovules quand on se sait atteint d'une maladie qui est susceptible de diminuer notre quantité d'ovules. Donc c'est par exemple les patientes qui vont faire des gros traitements, qui vont subir des traitements anticancéreux, des grosses chimiothérapies. Donc ces femmes-là, on leur propose de congeler leurs ovules. Mais il y a d'autres maladies, heureusement, enfin voilà, pas beaucoup moins graves, pas mortelles comme l'endométriose, qui est aussi susceptible parfois de baisser franchement le stock d'ovules. Et c'est surtout chez les patientes qui ont des kystes sur les ovaires, surtout s'il y a des kystes de chaque côté, surtout si elles ont été déjà beaucoup opérées. Chez ces femmes, on peut aussi leur proposer de congeler les ovules en amont, histoire de préserver la fertilité future. Donc c'est important d'en discuter. Il y a heureusement pas du tout toutes les femmes atteintes d'endométriose qui sont éligibles entre guillemets à la préservation médicale de la fertilité, mais c'est important que ça arrive un moment dans la discussion pour que tout le monde soit d'accord.
Donc, une partie du traitement non médicamenteux, donc je vous ai parlé des médicaments tout à l'heure, donc les traitements non médicamenteux, c'est avant tout, c'est de bouger, c'est l'activité physique, parce qu'on sait, quand on fait du sport, on sécrète des hormones, des endorphines qui vont apaiser la douleur, et puis ça évite de se déconditionner et de créer d'autres soucis sur le plan musculaire, sur le plan des articulations, et puis ça permet d'avoir un bien-être psychique également. Et c'est des effets de prévention sur les états d'anxiété et de dépression. Donc l'activité, peu importe l'activité physique, hein, le plus important c'est que ça vous plaise et que vous puissiez persévérer. Et donc le yoga, le stretching, on sait que c'est des choses qui portent ses fruits pour les patients douloureux. Il y a pas mal d'études là-dessus. La kinésithérapie, mais l'important c'est de reproduire les exercices que le kiné va vous enseigner en autonomie. Le plus important, c'est de faire l'activité physique en autonomie, de ne pas être obligé d'avoir quelqu'un derrière soi pour se motiver. Et puis il y a l'ostéopathie également. Bien manger, donc tout ça c'est des règles de bonne hygiène de vie, hein. Bouger, bien manger. On sait que dans notre alimentation il y a des perturbateurs endocriniens, donc essayer de manger des produits locaux, des produits qui n'ont pas trop d'additifs, et puis de prendre soin de son cerveau, donc travailler sur les amplificateurs émotionnels éventuels avec des exercices de relaxation et parfois une psychothérapie avec une prise en charge des traumatismes si besoin. Et puis ce que je vous ai dit tout à l'heure, le TENS, donc pour faire rapide, c'est l'électrostimulation transcutanée. Quand on tombe, on a le réflexe de se frotter. Et en fait, les nerfs qui circulent le tact sont beaucoup plus rapides que celles qui circulent la douleur, donc elles vont arriver en premier au cerveau. Et donc du coup, et puis il y a une boucle réflexe très locale au niveau de la moelle qui fait que, en fait, finalement, on va tromper le cerveau. Au lieu de recevoir une sensation douloureuse, il va recevoir une sensation mécanique. Donc on va envoyer des petites stimulations électriques qui vont créer comme des petits massages sur les zones douloureuses qui vont permettre de court-circuiter l'information douloureuse, et ça a l'avantage de ne pas avoir d'interaction médicamenteuse et de ne pas avoir d'effets secondaires. Après, les contre-indications, c'est pacemaker. Si on a un pacemaker, on n'en met pas parce que ça peut le dérégler, enfin l'éteindre. Et puis si on est enceinte, on ne met pas de TENS parce que ça peut entraîner les contractions et des fausses couches. Et puis tout ce qui est patch chaud, bouillotte, le froid pour certains. Pour revenir au TENS rapidement, actuellement, les gynécologues peuvent prescrire des urostimes, et nous, les médecins du centre de la douleur peuvent prescrire les TENS. Alors, en ville, un médecin généraliste, il peut prescrire un TENS, mais il ne sera pas remboursé. Et c'est des appareils qui coûtent à peu près 200 à 300 €. Donc, il faut une prescription par un médecin du centre de la douleur, mais on essaye de travailler dessus justement pour que la prescription soit élargie aux médecins généralistes. Et donc c'est une location pendant 6 mois. Si la machine, elle vous permet de vous soulager, vous avez la possibilité d'acheter l'appareil que vous avez loué. Et avec les remboursements, ça varie entre 30 € et 100 € de prise en charge, de restant à charge. Donc voilà, le message, c'est une prise en charge globale. On n'a pas de médicament magique. On n'a pas de cachet miracle qui va supprimer la douleur. L'important, c'est de jouer sur toutes les différentes composantes de la douleur et sur les amplificateurs, et puis sur la bonne hygiène de vie.
Juste un dernier petit mot sur cette diapo, elle peut faire peur, hein. Toutes les patientes atteintes d'endométriose n'ont heureusement pas besoin de tous ces soins. Il y a la grande majeure partie des femmes, hein, qui auront besoin que du traitement hormonal pour bloquer les règles, avec une bonne hygiène de vie classique, hein, et qui auront une vie normale. Donc voilà, tout le reste de la palette, c'est vraiment pour voilà, quand les douleurs prennent plus de place dans le quotidien ou sont plus difficiles à gérer, mais voilà, la pilule en continu permet de régler quand même beaucoup de problématiques. Heureusement, la plupart des femmes atteintes d'endométriose sont prises en charge par le gynécologue de ville et le médecin traitant de ville. Ils n'ont pas besoin de venir jusqu'au centre de la douleur. Nous, on voit les cas très complexes avec des douleurs rebelles qui sont en échec thérapeutique. Donc, je suis un petit peu biaisée dans ma vision, mais heureusement que toutes ces femmes-là n'ont pas besoin de tout ça. Et donc pour terminer, je voulais vous présenter rapidement Endocentre, donc qui est la filière régionale de prise en charge de l'endométriose. Donc rapidement, hein, pour la petite histoire, à partir de 2018, il y a eu un plan gouvernemental pour mettre en place une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Et donc, suite à ce plan national, il y a les ARS qui ont passé des appels à projets pour structurer les filières de prise en charge sur le territoire. Donc nous, pour pouvoir répondre à cet appel à projet, on a créé une association, Endocentre, et notre projet a ensuite été sélectionné par l'ARS pour qu'on puisse créer et développer la filière de prise en charge sur le territoire, sachant que les objectifs principaux qui nous ont été fixés, hein, c'est œuvrer pour un diagnostic précoce de la maladie et pour une stratégie thérapeutique la plus locale, personnalisée et adaptée possible. Donc, les 4 missions qui nous sont données par l'ARS, c'est tout d'abord d'identifier et de former les professionnels de santé à la prise en charge de la maladie, de proposer aux patientes atteintes, voilà, de tracer un parcours patiente, d'essayer en tout cas au maximum local, adapté, personnalisé, pour que les patientes puissent être prises en charge le plus proche possible de chez elles, parce que c'est le temps de trouver le bon traitement, c'est parfois des consultations itératives, hein, donc plus on forme les sages-femmes sur le plan local, mieux les patientes peuvent être prises en charge et le plus rapidement possible. Ensuite, il y a, comme ce qu'on fait ce soir, informer et sensibiliser le grand public à la maladie, et ensuite de participer et de promouvoir la recherche sur l'endométriose. Donc sur un plan pratique, en fait, on a un site vitrine d'Endocentre, donc c'est www.endocentreVDL pour valdeloire.fr. Et sur ce site internet, donc vous retrouverez un peu ce que c'est que la maladie, les dernières recommandations, et surtout, le plus important, c'est qu'on a un annuaire de professionnels, donc qui est encore en cours de création et qu'on met à jour et qu'on modifie très régulièrement. De tous les gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes, radiologues notamment de la région, qui connaissent la maladie et qui sont d'accord pour recevoir les patientes. Parce que notre objectif, c'est un peu de niveler le soin pour qu'il y ait des professionnels de premier recours, pour que si une patiente se dit « tiens, j'ai quand même des symptômes un peu inhabituels », puisse consulter les premiers recours. Parce que parfois, juste mettre en place une pilule et un traitement de base, ça permet de solutionner beaucoup de choses. Et pour faire en sorte que les patientes qui restent douloureuses malgré les traitements de première intention puissent aller ensuite voir un médecin de second recours. Et grâce à cette pyramide un peu entre premier recours et second recours, qu'il puisse y avoir un recours un peu plus aisé et moins long vers les médecins plus spécialisés. Et c'est en formant le maximum de personnes en fait qu'on peut diagnostiquer la maladie beaucoup plus précocement, et plus on trouve la maladie tôt, moins le traitement est compliqué à mettre en place et plus il fonctionne. Donc c'est vraiment pour ça qu'on œuvre. Et on vous remercie pour votre attention. Merci. Vous allez maintenant pouvoir poser vos questions. Bonjour, merci pour votre intervention très intéressante. Concernant j'ai une question sur les TENS. Vous avez dit effectivement par un spécialiste, mais ok, pas pour les médecins traitants de ville, mais un gynécologue ne peut pas le prescrire? S'il juge utile de la douleur, quand on sait le temps qu'il faut pour avoir un rendez-vous chez un allergologue,
Si, on peut prescrire les TENS, mais en fait, on n'est pas tous formés à ce genre de prescription. Donc, en soi, on a le droit, mais il faut s'être intéressé à la question et comprendre un peu les rouages de la prescription. C'est pas complètement aussi simple que de prescrire un traitement hormonal. Bon, après, c'est pas très compliqué non plus, hein, mais voilà, En fait, le TENS, si on vous prescrit un appareil comme ça, on s'est rendu compte que finalement, il va se retrouver dans le placard. En fait, quand on prescrit un TENS, on prescrit systématiquement, on reconvoque le patient pour une séance d'éducation à l'utilisation de l'appareil. Donc, on vous explique comment ça marche et on vous montre comment ça marche et on vous conseille quel programme utiliser. Et c'est une session d'éducation thérapeutique d'1 heure. Donc, on peut faire ça, on fait ça en structure douleur. Ça peut tout à fait se monter en ville. On peut avoir les infirmières azalées qui animent ça. Moi, je veux bien animer ça avec un groupe de patients, il n'y a pas de problème. Mais le problème reste dans le remboursement aujourd'hui. C'est-à-dire que tout médecin peut prescrire un TENS, on peut le prescrire, mais le patient devra le payer. C'est-à-dire, il devra payer 300 € l'appareil. Et à côté de ça, le médecin généraliste qui le prescrit, s'il ne sait pas comment ça marche, il ne pourra pas expliquer à la patiente comment ça marche. Donc, elle pourra se former elle-même en regardant des tutos sur Internet, mais il n'y aura pas forcément la même qualité d'utilisation derrière. En fait, j'ai mal posé ma question, c'est pourquoi ce ne serait pas remboursé quand c'est prescrit? Parce qu'il n'y a pas de décret. Par un gynécologue. Ah, pourquoi ce ne sera pas? Si c'est un gynécologue qui le prescrit, pourquoi il n'y aura pas de remboursement? Pourquoi c'est forcément un algologue? Si, avec un gynécologue, non, il y a un remboursement. Oui, mais nous, on ne peut pas prescrire tous les TENS. Enfin, c'est pareil, en fait, il y a des médicaments, on est limité dans nos prescriptions. Moi, je ne peux pas prescrire de chimiothérapie parce que je ne sais pas faire. Et les TENS, c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment un appareil de médecin de la douleur. Donc, ça s'est un peu démocratisé. On peut en prescrire des petits, mais on ne peut pas forcément prescrire le TENS. Mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. J'ai 2 thésards qui sont en train de travailler sur le sujet, sur l'apport supplémentaire du TENS dans la pratique de la médecine générale tous les jours. Il y en a un qui est en train d'interroger les médecins généralistes pour leur demander s'ils pensent que ce serait utile d'avoir cette thérapeutique non médicamenteuse dans sa boîte à outils. Et il y en a un autre qui est en train d'interroger les patients sur est-ce qu'elles connaissent et quels sont les freins de l'avoir et est-ce que justement financièrement ça c'est un frein. Aujourd'hui, il n'y a pas de légalement, dans les textes de loi, elle est uniquement remboursée que si c'est un algologue qui le prescrit. Mais justement, avec les résultats de ces études, on va essayer de ce qu'on appelle monter un article 51, donc avec l'ARS et la CPTS de Tours, pour qu'il y ait une délégation pour que en Centre Val-de-Loire, les médecins généralistes puissent prescrire et que ce soit remboursé. Mais on n'y est pas encore. Et sinon, dans l'attente d'une prescription médicale pour le TENS, vous pouvez acheter vous-même des TENS sur Internet qui marchent aussi pour la plupart. Il y a le TENS de chez Lidl qui coûte 30 € qui est pas si mal. Moi, je prescris Urgogine, c'est moins de 100 € et c'est hyper pratique et ça peut déjà soulager beaucoup de femmes. Donc, n'hésitez pas à vous diriger là-dessus. Et puis, je sais pas si je devrais dire ça, mais on sait très bien que les délais pour venir nous voir au centre sont très longs et on fait le mieux qu'on peut. Mais il existe aussi maintenant la plateforme OmniDoc. Les médecins généralistes peuvent demander un avis via OmniDoc, une téléexpertise. Et nous, on peut transmettre une ordre. Si c'est juste pour le TENS, en attendant, on peut transmettre. J'espère que je vais pas avoir 250 demandes dans ma boîte demain, mais on peut essayer de s'arranger pour que vous ayez une prescription au TENS. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur un utérus rétroversé, la majoration des douleurs. Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter ? Alors, l'utérus rétroversé, c'est une forme normale d'utérus. Donc, après,
après, c'est pas exact. Oui, dans certains cas, l'endométriose peut créer des adhérences et faire en sorte que l'utérus il soit plus dans une configuration classique. Et du fait de ces adhérences, c'est voilà, s'il y a des adhérences, c'est pourvoyeur de douleurs, notamment profondes lors des rapports sexuels, etc. Ouais. Mais sinon, l'utérus rétroversé classique, c'est une forme normale d'utérus et il n'y a pas forcément plus de douleur qu'un utérus antéversé. Mais parfois, oui, ils sont antéversés, rétrofléchis et là, effectivement, on voit qu'ils sont moins à l'aise de toute façon à l'imagerie et qu'ils sont moins mobiles. Et ça peut être pourvoyeur de douleur, ouais. Bonjour, merci pour cette soirée. En France, a-t-on des nouvelles pour le diagnostic via le sang menstruel? Non, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis désolée. D'accord, donc, ok. Bonsoir. Moi, je voulais savoir comment ça se passait à la ménopause. Qu'est-ce qui se passait après? Alors, à la ménopause, malheureusement, ça ne règle pas tous les problèmes. La ménopause, donc, le fonctionnement des ovaires. Donc, comme il n'y a plus de cycle, plus d'ovulation, plus de règles, la maladie, elle ne peut plus progresser. Donc, toutes les lésions qu'on avait vont s'endormir, s'atrophier. Mais quand on était arrivé au stade d'adhérence, si le pelvis est adhérent et que tous les organes sont un peu adhérents entre eux, c'est pas la ménopause qui va entraîner l'arrêt complet des douleurs. La ménopause permet de solder les douleurs cycliques et le côté inflammatoire et la progression de la maladie. Mais sur des pelvis qui étaient très adhérentiels, peuvent persister des douleurs chroniques même après la ménopause. Ouais. Bonjour et merci. Moi, j'ai eu une opération de l'endométriose, donc j'ai plus d'utérus, j'ai plus de trompe, il me reste que les ovaires. Et je voulais savoir si l'acupuncture, ça peut aider ou pas du tout, en attendant d'avoir un rendez-vous au centre pour la gestion de la douleur. C'est une technique qui vaut Enfin, je suis pas une experte en acupuncture, mais toute technique non médicamenteuse, notamment l'acupuncture, peut aider sur justement tout ce qui est syndrome myofacial avec les tensions musculaires. Donc oui, si ça permet de vous détendre sur le plan musculaire, ça vaut le coup d'essayer. Bonsoir. Vous avez parlé de contraception hormonale, quand on ne peut pas en prendre parce qu'on a des risques type cholestérol ou ce genre de choses, comment on peut faire? Alors si le seul problème c'est le cholestérol, on a beaucoup plus de pilules qui n'en donnent pas que de pilules qui en donnent. Quand on a du cholestérol, il y a une contre-indication aux contraceptions œstroprogestatives, quelle que soit la voie d'administration, donc certaines pilules, le patch, l'anneau. Mais dans l'endométriose, de fait, on utilise beaucoup plus de contraception progestative. Donc on a plusieurs pilules, le stérilet, l'implant. Donc voilà, c'est une femme qui a des contre-indications à tout traitement hormonal, c'est rare, hein, c'est cancer du sein, méningiome, voilà, ça existe, mais effectivement, les dames qui peuvent rien prendre du tout, ça représente une population quand même faible, et on a tellement d'outils à notre disposition que souvent on arrive quand même à s'arranger, mais des fois ça arrive. J'avais également une autre question. Là, le test salivaire, les critères d'inclusion sont à partir de l'âge de 18 ans. Est-ce que c'est envisagé pour les plus jeunes femmes? Alors, il y a une autre étude en cours en ce moment au CHRU de Tours sur le test salivaire chez les adolescentes, mais pour l'instant, c'est une population sur laquelle le test n'a pas encore été validé. Donc, l'étude actuelle en cours à Tours, hein, c'est les adolescentes qui ont une maladie déjà diagnostiquée, qui peuvent bénéficier du test, mais pour vérifier que le test fonctionne. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est prouvé, que ce test marche avant 18 ans, effectivement. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander 2 questions. Vous avez expliqué que l'amplificateur tout à l'heure de douleur, il reste allumé tout le temps et que du coup, il sera toujours réglé à fond. Ça veut dire que toute notre vie, même si on venait à être opéré, même si on venait à trouver des solutions justement par l'arrêt des saignements via contraception, ça veut dire qu'on aura tout le temps quand même de toute façon des douleurs, et là on vient de l'entendre, même après la ménopause.
Alors, il y a autant de traitements de la douleur que de patientes. C'est-à-dire que je peux pas vous dire que une patiente aurait des amplificateurs qu'on n'arrivera pas à éteindre et que l'autre non. Je peux pas le savoir. On sait que les amplificateurs émotionnels peuvent être en lien avec un passé traumatique, avec des traumatismes de tout genre qui n'ont pas forcément été réglés ou qui ont été travaillés, qui ont été réglés, mais qui malheureusement persistent sur le plan ce qu'on appelle psychosomatique. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'amplificateur ne s'éteindra jamais. Après, si on a une cause de la douleur et qu'on enlève cette cause, la douleur, elle peut très bien partir. On peut tourner autour du pot pendant des années en se disant c'est un amplificateur émotionnel, et puis finalement retrouver une adhérence qui est collée à un nerf, l'enlever, et puis l'amplificateur, il n'existe plus. Donc, c'est au cas par cas. On ne peut pas généraliser. Merci. Ma deuxième question, elle rejoint justement la détection via ARM. J'ai été très rassurée d'entendre tout à l'heure qu'on peut avoir des IRM qui ne font pas apparaître pour autant avoir des symptômes, parce que j'avais l'impression jusque-là d'avoir des développements psychosomatiques alors que les symptômes sont réels et même s'ils ne se voient pas encore à l'IRM. Donc ça veut dire que quand vous expliquez qu'il faut faire par des personnes spécialisées, j'ai entendu qu'il y a l'annuaire, donc on le trouvera dessus. Impeccable, merci. Dernière question, mais en rebond à ce qu'on vient d'évoquer, ça veut dire que l'endométriose peut aussi favoriser la création de myomes ou pas du tout, et parce que ça par contre ça se détecte plus facilement? De fibromes, la création de fibromes? Oui, c'est ça. Les fibromes, c'est une autre maladie œstrogénodépendante, donc liée aux œstrogènes, mais non, enfin, il y a pas de... Non, c'est pas du tout forcément associé. Bonjour, excusez-moi, donc moi j'ai une question à vous poser par rapport au traitement qui était donné dans les années 90 pour l'endométriose. C'était l'androcure, l'acétate de cytopyrone, dont on m'a traité avec de l'androcure pendant 25 ans. Est-ce que, et c'est évidemment un médicament qui maintenant est en procès, tout comme le Mediator, puisque c'est un médicament qui a été signalé dès 2010 comme dangereux, mais on a empêché Voilà. C'est passé sous silence. L'androcure, donc c'était un macroprogestatif, c'est un très bon médicament et un très bon traitement de l'endométriose, mais de fait on le prescrit plus maintenant dans cette indication parce que il a été, on a mis en évidence qu'il était associé à la croissance de tumeurs autour du cerveau. Systématiquement, les patientes qui développent des méningiomes importants, comme moi, j'ai dû être opérée et j'avais 3 méningiomes de 5 cm de diamètre et qui ont altéré mes fonctions cognitives et sensorielles. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose... Donc l'androcure a été interdit, mais trop tardivement, parce qu'à partir de 7 ans de prise d'androcure, les personnes développaient des méningiomes. J'en ai pris 25 ans. Donc c'est pas exactement aussi simple que ça. C'est pas ce médicament qui va créer la tumeur, mais le fait d'avoir une tumeur et de prendre le médicament, ça peut faire pousser la tumeur. Donc c'est un peu différent. C'est pas ce qui a été démontré par tous les cliniciens et les neuropsychologues. C'est ce qui est dit dans à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui dit que le traitement progestatif crée la tumeur. C'est que ce soit l'utéran, luténil, l'androcure, ça favorise la croissance de ces tumeurs si elles préexistent. Et de façon franche, ça a été mis en évidence. Et ces médicaments ne sont pas interdits, mais on a des restrictions de prescription qui sont importantes et on a des nécessités de surveillance. Dans l'androcure, on peut le prescrire encore, mais plus dans l'endométriose, enfin de façon exceptionnelle, on peut, mais exceptionnelle. Et ça nécessite une surveillance par IRM régulière pour éviter ces risques-là. Vous êtes au CHU de Tours, allez voir le professeur François qui vous dira tout à fait l'inverse. Bonsoir, merci.
Comment prendre en charge une femme atteinte d'endométriose qui a un désir de grossesse, étant donné tous les traitements médicamenteux de fond pour toutes ces douleurs? Est-ce qu'il est admis que le délai de 6 mois, parce que à partir de l'arrêt de la pilule, par exemple, les douleurs vont revenir progressivement et au bout de 6 mois peut-être être insupportables et de là, on peut avoir une aide? Enfin, comment prendre en charge en fait ce désir de grossesse chez cette femme atteinte d'endométriose? Donc, dans ce cas-là, le discours qu'on tient, c'est vraiment d'arrêter la contraception au moment où la patiente est prête, et pas d'arrêter la contraception en prévision d'une envie de grossesse 1 an plus tard, etc. C'est on arrête quand on est prêt. Et ensuite, se laisser la possibilité d'être enceinte le plus rapidement possible. Donc, c'est des rapports réguliers, fréquents. Et en ayant en arrière-pensée exactement ce que vous racontez, que plus les mois vont passer, plus l'inflammation est susceptible de reprendre le dessus, plus la maladie est susceptible de réapparaître, de progresser à nouveau. S'il y a des douleurs, il y aura peut-être moins de rapports, donc moins de chances d'être enceinte. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ce schéma de 6 mois. C'est pas 6 mois, enfin voilà, il fallait bien mettre un délai, mais c'est vrai que au bout de 6 mois, c'est intéressant, voilà, de faire un bilan, de vérifier qu'il n'y ait pas d'autre chose, parce que derrière, la maladie progresse et on sera susceptible de moins bien aider les patientes en fécondation in vitro si toute l'inflammation et la maladie a repris le dessus. Donc c'est de façon un peu schématique qu'on propose cette façon de réfléchir, mais effectivement, c'est pour toutes les raisons que vous avez citées, ouais, qu'on dit ça. Bonsoir, merci pour ce soir. J'avais une petite question concernant la pose du diagnostic de l'endométriose. Vous disiez tout à l'heure que c'était cette année à peu près, plus ou moins, pour poser le diagnostic. Qu'est-ce qui fait que vous posez le diagnostic? Est-ce que c'est parce qu'on voit des lésions au niveau des examens, IRM, etc., ou pas? Voilà. Oui, maintenant le diagnostic, il est à l'imagerie. Enfin, effectivement, on considère qu'on a le diagnostic quand le radiologue met en évidence des lésions à l'imagerie ou quand la patiente est opérée pour cette raison-là ou pour une autre. Mais oui, à l'heure actuelle, le diagnostic, il est franchement radiologique, ouais. Ou parfois clinique, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de voir un nodule à l'examen gynécologique. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous nous avez expliqué ce soir. C'est une question peut-être un peu spécifique, mais dans le cadre d'une personne trans qui serait sous traitement hormonal, dans le cadre de sa transition, est-ce qu'il y a des études qui sont menées actuellement? Et est-ce que c'est peut-être encore un peu plus spécifique dans le cadre d'un arrêt de ce traitement hormonal pour une grossesse, par exemple? Il y a des études qui sont faites sur l'évolution d'une endométriose. Voilà, merci. Non, moi j'avoue, j'ai pas lu d'études sur le sujet, mais de fait, oui, quand on a un utérus et quand on avait une maladie préexistante, quels que soient les traitements qu'on prend ensuite, effectivement, la maladie est là. Et après, est-ce qu'elle peut progresser? Je pense que ça dépend des traitements qu'on met en place, hein, mais non, j'ai pas lu d'études sur la question. Je suis désolée. Bonsoir, merci beaucoup pour cette soirée. J'ai vraiment une question de savoir, on parle plutôt d'une maladie qui est en progression et qui est en progression en fait un peu continue au fur et à mesure des années. Est-ce qu'il y a aussi une régression qui est vue par moment sur certains cas et peut-être liée à des facteurs que vous avez expliqués avant, c'est-à-dire un certain nombre de choses qu'on met en place peut-être sur le mouvement, l'alimentation ou autre, qui sont des facteurs qui peuvent vraiment peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est voyant aussi maintenant sur des imageries de voir des cas de régression, mais voilà, c'est un peu une question que je me posais. Oui, c'est une super bonne question. C'est vrai qu'en ce moment, par exemple, on parle beaucoup du test salivaire en ayant l'impression que ça va révolutionner le diagnostic. C'est vrai que ça va être intéressant, mais nous, à l'heure actuelle, notre plus gros questionnement, c'est chez qui la maladie va progresser et chez qui, en fait, ça progressera jamais. Parce que là, j'ai été un peu trop schématique en vous disant la maladie progresse. C'est pas vrai. Chez certaines dames, effectivement, si on fait rien, ça progresse toute la vie, et plus les mois, les années passent, on voit la quantité de lésions qui augmente. Mais en fait, chez certaines dames aussi, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien, il y a des maladies qui se stoppent. Et il y a des patientes qui ont leur état de maladie définitif à 30 ans ou même moins. Et ça, c'est vraiment notre plus gros questionnement. C'est en fait, on ne sait pas aujourd'hui dire chez qui ça va progresser et chez qui, en fait, ça progressera pas. C'est pour ça que pour l'instant, de façon un peu schématique, on donne le même traitement à tout le monde, mais en pratique, là, on n'a pas encore cette réponse-là.
Et la mise en place de certains traitements hormonaux, ça peut en revanche faire régresser les kystes d'endométriose, les endométriomes et certaines lésions. Hein, vraiment, quand on fait des imageries à quelques années d'intervalle et qu'il y a eu un traitement bien conduit sans règles au milieu, il y a vraiment des atteintes qui régressent. Donc, après, voilà, est-ce que c'est les facteurs extérieurs, l'hygiène de vie qui fait que ça régresse? Ça, on n'est pas capable de le dire, mais il y a un vrai effet du traitement hormonal chez certaines femmes sur la régression des lésions. Bonjour et puis merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez expliqué. J'ai une question, alors je pense que c'est assez vaste, donc voilà. À propos de l'adénomiose, est-ce qu'il y a un lien avec l'endométriose? Donc ça c'est un peu ma première question. Est-ce que c'est lié? Moi je suis pas du tout renseignée sur l'adénomiose. Et surtout, vous nous avez parlé d'un facteur héréditaire et je me demandais si les femmes atteintes d'adénomiose, il pouvait y avoir un lien avec leur fille atteinte d'endométriose ou non, par exemple. Voilà. Merci. Alors l'adénomiose, c'est une maladie compliquée. En fait, il y a deux formes d'adénomiose. Il y a une forme d'adénomiose qui est l'adénomiose externe qui est liée à l'endométriose. Donc c'est une forme d'endométriose de l'utérus. L'adénomiose externe, c'est pas le plus fréquent. Et il y a une autre forme d'adénomiose, c'est l'adénomiose diffuse interne, qu'on considère presque comme une forme d'involution physiologique de l'utérus. C'est-à-dire typiquement chez des femmes de plus de 40 ans, qui ont eu plusieurs enfants, qui ont éventuellement eu plusieurs chirurgies utérines, c'est hyper classique qu'on trouve une adénomiose. Et c'est une maladie qui sera franchement différente de l'endométriose, parce que ça touche tout l'utérus. C'est une maladie qui entraîne des règles abondantes et douloureuses, mais voilà, pas autant de symptômes et autant de symptômes extra-gynécologiques que l'endométriose. Donc c'est pour ça que c'est difficile de vous répondre sur est-ce qu'il y a un lien un peu génétique quand la mère a de l'adénomiose, est-ce que la fille peut en avoir aussi? En fait, c'est une maladie qui est tellement fréquente au-delà de 40 ans. Enfin, nous, c'est notre quotidien en consultation. C'est quand même assez banal d'avoir de l'adénomiose à 45 ans, tandis que l'adénomiose liée à l'endométriose, qui est l'adénomiose externe, ça, c'est franchement moins fréquent. Et là, pour le coup, oui, s'il y a de l'endométriose, il peut y avoir un lien génétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une maladie qu'on connaît presque encore un peu moins bien que l'endométriose, parce qu'en fait, finalement, il y aurait peut-être deux formes, ce qu'on n'imaginait pas trop au départ. Bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. Y a-t-il un âge à partir duquel on peut détecter l'endométriose? Est-ce que chez les adolescents, les jeunes adolescentes, on peut détecter à l'imagerie de l'endométriose? En pratique, l'endométriose, ça peut arriver dès les premières règles. Donc, il peut y avoir des formes qu'on diagnostique précocement. Après, quand on est très jeune et qu'on a eu peu de fois ces règles, souvent les imageries, elles sont pas encore très parlantes. Hein. Et ce qui compte, c'est de traiter les symptômes chez les filles jeunes. C'est de mettre en place un traitement hormonal pour pas qu'il y ait de règles, pour pas que la maladie se développe par la suite. Mais après, il y a quelques formes extrêmes. Hein. Enfin voilà, on peut avoir des atteintes très importantes chez des filles très très jeunes, mais c'est hyper rare. Mais sinon, c'est un peu, c'est typiquement l'âge pour lequel c'est pas simple de mettre en évidence la maladie, parce que heureusement, elle n'a pas encore eu l'occasion de faire trop de dégâts. Du coup, on la voit pas, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas et qu'il faut pas traiter comme tel. Merci. Alors moi, je voudrais vous dire un petit mot au sujet de cette endométriose. Nous avons à la ville, on en parlait tout à l'heure, on a parté toutes les trois, mais nous avons posé un congé, un arrêt pour les femmes qui travaillent au sein de la ville en cas de règles douloureuses, un congé menstruel. Et alors évidemment, il n'y a pas que Tours qui a fait ça, mais la société est en train d'évoluer. Il y a une prise en compte de la douleur, bien sûr, mais du côté handicapant, et d'autoriser les femmes qui vivent ces moments qui reviennent quand même très souvent, et les autoriser à pouvoir faire des pauses et ne pas être en train de travailler dans ces conditions-là de douleur intense, parce qu'on a pu le voir.
je trouve qu'il y a une belle avancée politique et prise en compte voilà, de notre situation à nous les femmes. Donc voilà, je voulais dire ce petit mot. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions, mais en tout cas, les échanges ont été riches, nombreux. Je vais me lever et bien peut-être que nous pouvons libérer nos conférencières qui ont été donc très compétentes et qui nous ont éclairé vraiment sur toute cette maladie et la prise en charge de la douleur, parce que on a bien compris que dans cette situation, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc merci. Merci à vous. Oui. Alors, la prochaine conférence, 15 mai, sera sur... Alors, je dis ça, mais en fait... L'hypertension, je sais. Et puis aussi, si vous vouliez revoir la conférence, sachez qu'elle est donc en ligne sur YouTube à partir de demain. Voilà, à partir de demain, vous pourrez retrouver. Voilà, merci, bonne soirée.